Voilà, donc j'ai décidé, on n'arrête pas de parler de Mpox, c'est un peu dommage sur un congrès de maladies infectieuses avec ce qui se passe là depuis un mois et demi de pas parler de Mpox. Donc j'ai fait un petit récap là-dessus. Je vais essayer de pas trop m'étaler. Ça touche pas pour l'instant les territoires ultramarins, mais il est quand même pas dit que ça arrive pas en Guyane et aux Antilles d'ici pas très longtemps. L'épidémie de repouche, c'est déjà arrivé dans un des territoires les plus chauds de la France et à Marseille, où ils ont eu leur premier cas la semaine dernière. Le chikungunya, je vais sauter vu que à cause de Kevin, on en parlera après. Je me suis dit que j'allais faire un tout petit point sur la dengue, vu qu'on a eu une épidémie absolument colossale. Le West Nile, je verrai s'il reste du temps et j'aurai une dernière diapo bonus à la fin. Je commence par le Mpox. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment de la revue de la littérature. J'ai jamais moi-même vu de Mpox. Il n'y en a pas eu en Guyane en 2022 et j'ai pas travaillé là-dessus en Afrique. C'est intéressant de savoir que ça s'appelle la variole du singe ou monkeypox parce que la première fois qu'on a identifié ce virus dans les années 50, c'était sur des singes captifs qui étaient au Danemark et qui provenaient d'Asie du Sud-Est. Et c'est pour ça que ça s'est appelé la variole du singe. Mais aujourd'hui, on sait que ça a relativement peu de sens et que le principal réservoir pour l'être humain, ce serait plutôt des rongeurs et des espèces qui peuvent varier d'un continent à l'autre. Il y a c'est un orthopox virus, ça marche là? Non. Il y a plusieurs clades et c'est important cette histoire de clade parce que selon le clade auquel on a affaire, d'une part c'est une répartition géographique différente, c'est par son même mode de transmission et surtout il peut y avoir une présentation plus ou moins agressive. La transmission elle se fait par contact étroit. J'ai vu un article ce matin où le professeur Eric Homme était interviewé dans un journal en disant on n'est pas encore en confinement mais peut-être que ça va venir. C'est quand même dans mon imaginaire, c'est quand même pas aussi contagieux que le Covid, donc de là imaginer un confinement pour le Mpox, mais pourquoi pas, peut-être que je fais partie de ceux qui annoncent que c'est qu'une grippette et qu'il se passera rien. Allez-y, filmez, comme ça il y aura des trucs sur YouTube ensuite. Voilà, mais c'est quand même une maladie qui se transmet normalement avec un contact étroit avec une personne, dans le cas des transmissions interhumaines, donc on a vu avec l'épidémie de 2022, transmission sexuelle, mais sinon contact avec les liquides, et sinon contact avec des animaux infectés, et notamment des rongères. Une transmission materno-fétale possible, mais j'en parlerai pas plus que ça. Voilà, je trouve que il y a beaucoup de diapositives que j'ai piquées dans mon diaporama. Normalement, j'ai à peu près cité tout le monde. Donc ça, c'est des diapositives mises à disposition par le Corem, qui fait un récapitulatif. Je trouve que cette diapositive, cette frige chronologique, elle est intéressante sur l'historique de ce virus qui, comme un certain nombre, dont ceux que je vais vous parler aujourd'hui, on peut intéresser pendant longtemps et intéresse maintenant parce qu'ils viennent toucher d'autres populations, des populations très isolées. Mais donc la fameuse identification de ce virus à la fin des années 50 au Danemark chez un singe qui provenait de Singapour. C'est marrant parce que c'est un virus qui est africain et pourtant le premier cas d'infection c'était chez un enfant en Équateur, donc c'est vraiment un virus qu'on peut trouver partout dans le monde. Et entre 1970 et les années 2020, tout un tas de petites épidémies, des petites flambées épidémiques à droite à gauche. Alors c'est une maladie qui est agressive, hein, qui touche beaucoup les enfants, notamment en RDC et au Gabon. Et puis vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de pays qui ont été atteints sur cette période-là, entre 1979 et puis 2019. Majorité des cas toujours enregistrés dans des régions vraiment rurales, éloignées, des forêts tropicales d'Afrique centrale principalement. Voilà, et puis à la fin des années 90, on observe une augmentation du nombre de ces petites épidémies, et ça touche les deux clades, et avec vraiment une létalité qui est très différente selon le clade auquel on a affaire, et voilà. Une anecdote, puisqu'il y a eu une petite flambée de cas aux États-Unis dans les années 2000. L'origine aurait été en fait une contamination par des rongeurs africains d'animaux qui sont purement nord-américains, qui sont des chiens de prairie, dont un certain nombre avec des contacts avec des humains, et les humains, donc les nord-américains, se sont contaminés comme ça. Donc ça, c'était en 2003. Et aussi dans les années 2010, quelques cas, alors d'autres pays de l'Afrique centrale qui ont été touchés, puis quelques cas exportés, enfin ou importés selon l'endroit où on se trouve, au Royaume-Uni.
J'ai 2-3 diapositives qui sont pas très belles, mais c'est la faute à Coreb, parce que je leur ai piqué. Mais c'est pour parler rapidement, on a tous entendu parler de ce qui s'est passé en 2022, avec cette flambée de cas, dont les premiers cas ont été décrits au Royaume-Uni, chez des personnes qui venaient du Nigeria, et ensuite avec une diffusion en Europe et en particulier chez les personnes qui fréquentaient les milieux festifs et en particulier les milieux festifs gays. Et donc on sait qu'on a vraiment eu là une épidémie extrêmement importante qui a touché tous les pays du monde, très souvent en relation avec des événements festifs, et ça a diffusé un petit peu partout dans le monde. Là vous voyez, des pays ont particulièrement été touchés, les États-Unis, le Canada, la France, l'Espagne, ça a été assez colossal aussi, et avec des présentations, j'ai mis que celles qui étaient... Oh là. J'ai mis que celles qui étaient décrites pour la France, mais vous voyez, on a eu énormément de cas, 75%, une très grande majorité d'hommes, seulement 3% de femmes, relativement peu d'enfants, des lésions qui étaient principalement urogénitales dans 75% des cas, avec des lésions périanales ou génitales extrêmement douloureuses et qui mettaient 1 à 2 semaines à guérir, de la fièvre, des adénopathies. Finalement, une mortalité relativement faible. En France, il n'y a pas eu de décès, sinon une mortalité globale qui a pas dépassé 0,1%. Et quelque chose qui a beaucoup préoccupé tous les services de maladies infectieuses françaises pendant plusieurs mois. Et puis les choses, il me manque clairement une diapositive, je ne voulais pas laisser trop de temps sur le Mpox, mais les choses se sont tassées et l'épidémie a progressivement diminué, même si aujourd'hui tous nos pays continuent à rapporter de temps en temps quelques cas isolés, mais plus du tout comme avant. Et là, si j'ai voulu vous parler du Mpox aujourd'hui, vous êtes tous au courant de l'alerte qui a eu lieu il y a quelques jours. Là, c'était il y a un mois, suite à des reports qui venaient d'Afrique centrale, avec un nombre de cas qui a énormément augmenté depuis un an maintenant, depuis septembre 2023, en RDC, avec un clade qui est différent de celui qui avait été décrit lors de l'épidémie de 2022. C'est le clade 1B, et avec un clade qui semble clairement beaucoup plus virulent que le premier, puisqu'il y a 16 000 cas qui ont été rapportés entre septembre 2023 et fin août 2024 en RDC. Donc ça, c'est la première chose, avec une mortalité importante, vu qu'on est à 500, je le ferai pas, mais on est à 511 décès sur les 16 000 cas. Donc ça, c'est un premier facteur d'émergence. L'autre caractéristique d'émergence, c'est que ça a diffusé à partir de la RDC sur un certain nombre de pays aux alentours, Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya, etc., qui n'avaient jamais été touchés par ce virus. Et puis évidemment, c'est souvent comme ça que les pays occidentaux commencent à s'alerter, c'est qu'il y a eu des cas le 14 août, bon c'est la diffusion après, la diapo d'après, il y a eu des cas qui ont été rapportés à ce moment-là, coup sur coup à 2 jours d'intervalle, un cas importé en Suède et un cas importé au Pakistan. Les deux à 2 jours d'intervalle et chez des gens qui revenaient d'Afrique centrale. Donc l'alerte OMS a été à peu près à ce moment-là. Vous voyez qu'on est un mois plus tard, et j'ai refait un peu ce que j'ai screené sur Internet, Promed, etc. hier. A priori, j'ai pas notion d'autres cas exportés, en dehors de l'Afrique. À quoi il ressemble ce Mpox? La première chose, c'est que même si toutes les tranches d'âge sont touchées, il semble quand même que ce soit principalement la population adulte, comme la vague de 2022, ce qui n'était pas le cas sur ce qui a été décrit sur les flambées des années entre 70 et 2010. Ça reste quand même beaucoup une diffusion par contact sexuel, avec le développement important en Afrique des réseaux sexuels de travailleurs et de travailleuses du sexe. Prédominance, comme en 2022, de manifestations cliniques au niveau des zones génitales et anales, peu de femmes enceintes, peu d'enfants, et une létalité à 1%. Ça correspond pas du tout à ce que j'ai mis avant. 22 cas pour 3000 cas. Ça doit être moins actualisé. Bref, voilà, et puis ça fait plusieurs fois on a entendu, je ne sais plus si c'est monsieur le directeur de l'ARS ou monsieur le préfet qu'on en parlait, mais voilà, ils disent tous maintenant que le choléra est parti, que la typhoïde revient, mais ça, à Mayotte, on a un petit peu l'habitude. Et Mayotte se prépare à une éventuelle arrivée du Mpox. Et puis, si on parle de la France hexagonale, il y a 14 cas qui ont été recensés ces derniers temps, mais qui sont pour l'instant pas des cas du nouveau clade, mais toujours des cas de clade de 2022 qui continuent à faire des petits sans explosion.
Voilà, c'était mon premier thème. Ah non, pardon, je vais avancer. Si ça, je peux évidemment donner mes diapositives, mais sinon, c'est juste que il y a un rapport de l'HAS qui vient de sortir et qui était intéressant sur les recommandations vaccinales, avec deux types de recommandations vaccinales très différentes. Une campagne de vaccination en pré-exposition. Pour ceux que ça intéresse, vous verrez qu'il y a des schémas qui sont bien décrits en fonction de est-ce qu'on est vierge de tout vaccin, est-ce qu'on a été vacciné en 2022, est-ce qu'on a été vacciné pour la variole. Je me suis pas étalé là-dessus, mais au préalable, il y a des conditions différentes, et puis des stratégies de vaccination réactive, donc post-exposition, en cas de contact. Et je vous avais mis les définitions, mais ça vaut pas le coup. On va avancer un petit peu. J'avais envie de vous parler d'Europush. Il se trouve que, je vais vous le montrer juste après, mais on a eu une petite épidémie d'Europush il y a 4 ans en Guyane. Donc je suis comme vous, j'ai découvert ce virus que j'avais vaguement entendu parler, et là, il se passe des choses en ce moment qui font un petit peu peur à droite à gauche, et je vais vous raconter pourquoi. Donc Europush, comme un autre virus qui s'appelle le virus Mayaro, ce sont deux villes de Trinidad et Tobago. On ne connaît pas très bien cette île, qui est pas une île des Caraïbes, parce qu'en fait elle est tellement proche de la côte sud-américaine qu'elle est considérée comme appartenant à l'Amérique du Sud et pas aux Caraïbes, même si on a l'impression qu'elle débute l'arc Caraïbe, et qui a été décrit pour la première fois donc dans les années 50. Il y a un cycle épidémiologique qu'on connaît pas très bien, mais clairement il y aurait un vecteur, un arthropode. On ne sait pas exactement quel type d'arthropode, c'est même pas sûr que ça soit un moustique. On est entre le moucheron et le moustique, et des réservoirs sauvages qui sont peut-être les oiseaux, peut-être des rongeurs ou d'autres types de mammifères, peut-être des paresseux, encore une fois, et l'humain. Et entre les deux, il y aurait donc celui dont on parle énormément, donc Culicoides paraensis, vous allez sûrement en entendre parler. Donc c'est pas un moustique, c'est un moucheron, et c'est censé être le principal vecteur de ce virus, qui est très peu étudié. Donc en fait, clairement, au niveau entomo, on sait quasiment rien sur ce virus aujourd'hui. Et puis sinon, le deuxième qui serait, pour ceux qui s'intéressent à l'entomo, vous savez que on peut trouver un virus dans un moustique, c'est pas pour autant que ce moustique il est compétent pour transmettre ce virus. Il y a tout un tas de choses qu'il faut étudier pour dire qu'il est compétent, et on a trouvé de l'Europush sur les Culex. Culex, donc c'est très répandu dans le monde entier, et c'est un des moustiques les plus nuisibles. Et mon frère qui est entomo me dit que c'est celui qu'on reconnaît parce que c'est celui la nuit qui vient faire dans vos oreilles, alors que l'Aedes ou l'Anophèle vous l'entendez pas. Voilà, depuis 1955, il y a eu tout un tas de petites flambées épidémiques à droite à gauche. C'est clairement sous-diagnostiqué, parce que la différence clinique avec une dengue, elle est quasiment impossible à faire sur un continent où les épidémies de dengue se succèdent. Donc il y a eu un certain nombre d'épidémies qui se sont succédées, vous voyez, la plupart au Brésil, mais il y en a aussi eu au Pérou, en Équateur, il y en a eu en Haïti, ici également. Alors là, vous voyez, c'est notre petite publication, là dont vous voyez le point rouge ici, dont je vais vous parler juste ensuite. Et donc, juste pour vous parler de ce qui s'est passé en Guyane, on est à une date particulière pour nous tous, c'est septembre-octobre 2020, plein confinement, et vous avez ce petit village ici qui s'appelle Saül, que vous voyez là en plein milieu de la Guyane. Vous avez qu'un seul moyen d'y accéder, non, vous avez deux moyens d'y accéder, soit par avion, mais c'était le confinement et la plupart des avions ne volaient plus, donc on avait un village qui était très confiné, soit vous pouvez y aller à pied. Il y en a qui le font. Il y a des Bretons qui ont fait ça il y a quelques années. Ils se sont perdus pendant plusieurs semaines. Ils en ont fait un livre derrière. Et à partir de Cayenne, vous remontez là, il y a une sorte de piste, etc. Bon, il faut être un peu barré. Mais on est quelques-uns à être barrés en Guyane, donc ça explique peut-être. Et ce qui est intéressant, je vais la faire courte parce que cette histoire d'Europush, à Saül, j'en fais des topos de 3/4 d'heure, donc là je vais le faire en 1 minute. Mais en gros, en plein Covid, à un moment on n'avait pas de dingue. Enfin, ça commençait un petit peu sur le littoral. L'infirmière du centre de santé de Saül nous appelle en disant c'est bizarre, on a plein de patients qui viennent, ça ressemble vraiment à de la dingue. Le TDR est négatif, la PCR Covid dans le PIF est négatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Il se trouve, pour la faire courte, qu'il y avait eu un cours d'entomologie 1 an plus tôt et que notre super virologue de Cayenne avait discuté avec une virologue anglaise qui bossait au Panama, et ils avaient mis au point la PCR Europush, mais plutôt, voilà, que c'est des délires de virologues le soir. Il y en a qui vont boire des caipis, eux ils font des PCR. Et ils avaient mis ce truc-là en place, ce qui fait qu'elle l'a testé. Et en fait, bingo, premier cas guyanais. Alors j'ai vu récemment un papier dans un journal qui dit qu'avec ce truc-là, on a été les premiers à décrire Europush dans les territoires ultramarins. Je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Mais voilà, et donc premier cas. Et
On a investigué, on a eu des sérums, pas beaucoup parce que finalement, à part un patient qui a été, en gros, on a eu 3 qui ont été hospitalisés, un qui a fait une méningo-encéphalite, qui a parfaitement régressé, qu'on n'a pas prouvé parce que c'était probablement le cas index initial. Un vieux monsieur qui a décompensé comme tous les vieux monsieur qui font de la fièvre, et puis un autre, mais pas grave. Mais sinon, tous ils sont bien rentrés dans l'ordre. Et on a estimé qu'on avait probablement sur ce village de 90 habitants, 60% de la population qui avait été infectée en l'espace de 2 mois. Voilà, ça donne quoi? Là, c'est pas la littérature, c'est notre papier. Vous voyez, 95% de fièvre, 93% de céphalée, douleur musculaire, fatigue, douleur rétro-orbitaire. On veut bien pardonner les Brésiliens de confondre ça avec de la dingue. Et puis voilà, ce que vous pouvez peut-être retenir, c'est ce petit schéma que je vous ai montré là, c'est qu'on a l'impression que ça passe vraiment par 3 vagues successives avec une phase aiguë qui ressemble à de la dingue. Ça va mieux, comme avec la dingue au bout de 2 à 4 jours. Et là, il y a une sorte de rebond où de nouveau, on a de la fièvre, on n'est pas bien, ce qui est là est un petit peu original. Et ensuite, ça part avec de la fatigue qui persiste. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le phénomène épidémiologique actuel? Alerte des différents pays sud-américains. Et au début de l'année 2023, explosion des cas. Je ne sais pas à quel moment quelqu'un a pensé à faire de la PCR au push qui n'est pas faite systématiquement. Mais des centaines de cas. Et vous voyez, certains pays sont particulièrement touchés. Là, les données, elles remontent à il y a quelques jours, quasiment 8000 cas au Brésil, 900 cas au Pérou, 500 cas à Cuba. Il faut savoir que ça arrivé après Cuba. Là, c'est les semaines 1 à 17, on voit vraiment que c'est le Brésil, la Bolivie et le Pérou. Et puis, vous voyez, dans un second temps, c'est apparu en République dominicaine et à Cuba. Et Cuba, on est préoccupé parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de touristes occidentaux qui vont. Et d'ailleurs, les différents cas qu'on voit, que je vous ai rapportés là, vous voyez une trentaine de cas exportés en Europe, 21 cas aux USA. Et au Canada, la plupart, c'est des personnes qui reviennent de Cuba. Donc voilà, alerte. Et pourquoi alerte? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Premièrement, il n'y avait jamais eu de cas d'europush décrit chez les voyageurs jusqu'à présent. J'ai pas farfouillé toute la littérature, et sûrement qu'il y en a eu, mais qui sont passés inaperçus. Mais c'est la première fois que c'est rapporté. Là, d'un coup, on en rapporte plein. Deuxièmement, il y a eu 2 cas, 2 décès chez 2 jeunes femmes trentenaires de la région de Bahia, il y a 3-4 semaines maintenant, sans aucun facteur de risque. Donc, ça a un petit peu marqué les esprits. Ce qui a marqué les esprits aussi, c'est on a un petit nouveau sur la liste des virus phétopathogènes, et avec, c'est des données qui sont très provisoires balancées par la PAO, la Pan American Health Organization, 2 fausses couches, 4 microcéphalies, ça c'est la faute d'Erwan, et 3 anomalies congénitales en cours d'exploration, et surtout, parce que ça pour le coup je l'ai vu dans aucun papier, dans aucun des rapports de l'OMS, c'est que je ne sais pas quel est le vecteur incriminé dans ce qui se passe en ce moment. Il se trouve que je me suis déjà fait piquer par des culicoïdes et que la piqûre de ces moucherons, elle fait mal, et qu'on le voit vraiment, et que c'est pas comme la Aedes où on sent rien, et que ça m'intrigue qu'il y ait ces 9000 patients qui ont chopé le repush, piqués par des culicoïdes qui sont vraiment des moucherons pas agréables. Donc voilà, et donc là, on a une réunion ce soir, j'ai été sollicité là pour un document en urgence par la HAS, avec Vincent en l'occurrence, sur le repush, et on va faire des recommandations pour les voyageurs, mais bon, oui d'accord, on va leur dire qu'il faut se protéger, mais on ne sait pas de quel moustique. J'ai dépassé mon temps ou je suis encore un peu... Le chikungunya, je ne vais rien vous apprendre, mais j'ai juste envie de vous faire un petit peu d'histoire, même si Kevin m'a spoilé, mais je suis persuadé que 9 sur 10 d'entre vous le saviez déjà. Mais c'est hyper rigolo. On est en 19, on va y venir. Donc le chikungunya, c'est un alphavirus. On ne connaît pas très bien les alphavirus en dehors du chikungunya, et en gros, si on les classait plutôt, non pas d'un point de vue génétique, mais d'un point de vue clinique, vous avez ceux qui sont encéphalitiques, et notamment toute la famille des virus des encéphalites équines. Nous, on en a un exemplaire en Guyane qui s'appelle le tonate, mais qui n'a jamais été décrit en dehors de la Guyane. Et vous avez tous ces alphavirus qui sont arthritogènes, donc le chikungunya, celui dont j'ai failli vous parler aujourd'hui, puis je me suis dit que c'était quand même très localisé, on n'en parlait pas trop pour l'instant, mais je suis sûr que je viendrai vous en parler dans les années qui viennent. C'est le virus Mayaro, dont tout un tas de modélisateurs disent que c'est la future pandémie mondiale, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Le Onion qui est en Afrique, et pareil, c'est vraiment des expressions articulaires. Il y a des cycles selvatiques qui s'auto-alimentent, mais le cycle habituel quand il y a une épidémie, c'est homme-moustique, moustique-homme, homme-moustique. Et le vecteur, c'est, vous le savez très bien, Aedes aegypti, qui est le vecteur le plus compétent pour transmettre. Et puis, grâce aux Réunionnais,
c'est un peu raccourci, mais grâce aux Réunionnais, l'Aedes albopictus est devenu compétent. Comme le Zika tout à l'heure dont a parlé Erwan, c'était un virus dont on se fichait comme de notre première couche jusqu'à ce que ça vienne toucher une population, on va dire comment les choses politiquement correctes, occidentale, leucoderme, bref. Première description en Tanzanie dans les années 50, des petites bouffées épidémiques. En Afrique à droite à gauche, puis ensuite en Asie du Sud-Est, un gap de 30 ans qu'on comprend pas très bien, ou pendant 30 ans, ça n'a plus jamais été rapporté, mais en même temps on parle de biologie moléculaire dans des pays à faible revenu, donc c'est pas simple. Et puis, c'était pas au bon endroit. J'avais juste envie... Bon, je suis pas dans le bon sens. On a dit que... non, je vais le faire après. Donc... Ça, tous les Réunionnais, ils connaissent. En théorie, avant 2005-2006, l'Aedes albopictus n'était pas un vecteur compétent pour transmettre le chikungunya. Et dans ces années-là, 2004-2005, on a identifié une mutation au sein du virus chikungunya qui a permis de rendre l'Aedes albopictus compétent pour la transmission. Je vous confère les 153 papiers d'Antoine sur le sujet. 154 ? Pardon. Et cette fameuse épidémie qu'on connaît tous, qui est partie du Kenya, dont peu savent qu'elle a transité par les Comores, avec des histoires de personnes qui ont été infectées aux Comores avant que ça aille sur Mayotte, Madagascar, et ensuite que ça se répande en Asie du Sud-Est et à La Réunion, avec quelque chose de très très logique, vu que l'Aedes albopictus, il s'était installé récemment dans tous ces territoires-là, il était d'Asie du Sud-Est initialement, et il a transité par les grands cargos qui font tout le tour de l'océan Indien, et donc vous voyez, ensuite ça a touché toutes ces îles, donc cette carte je l'ai trouvée sur internet hier soir, enfin non, cette nuit, et où on voit la date d'apparition à chaque fois, et c'est vraiment quelque chose d'assez logique pour arriver à cette épidémie incroyable. Mais probablement que moi aussi je spoil et qu'on va parler de chikungunya cet après-midi, mais quand même sur à peu près 1 million d'habitants, 266 000 personnes qui ont été atteintes à La Réunion en l'espace de quelques jours, des descriptions qui ont été bien utiles ensuite quand c'est arrivé aux Amériques de cas sévères et atypiques. Et puis en 2013-2015, j'aurais que ce schéma-là, mais le chikungunya qui est arrivé depuis l'Afrique vers les Antilles. Les Antilles françaises ont le triste succès d'avoir été les premiers territoires aux Amériques à avoir été touchés par le chikungunya. La Guyane a le triste succès d'avoir été le premier territoire continental sud-américain à avoir été touché ensuite du fait de ses relations avec les Antilles françaises. Et ensuite, ça a diffusé sur tout le territoire d'Amérique latine. Donc, première épidémie en Amérique latine de chikungunya. Et alors là, c'est là où on fait une petite phrase du genre « première épidémie, vraiment ?» Et c'est là où je remonte fièrement sur les diapositives que je n'avais pas mis au bon endroit. Et ça, c'est le travail d'un de mes collègues, qui est Timothée Bonifay et qui se passionne depuis 10 ans sur le chikungunya, d'ailleurs qu'on a fait parler au JNI l'année dernière, donc je lui ai piqué ses diapositives des JNI. Et il s'est intéressé à l'histoire, et il s'est plongé à fond sur 200 ans de publications sur la dengue dans différents territoires. Et notamment de façon très marquante, on voit des épidémies de dengue qui sont extrêmement arthritogènes et qui ressemblent absolument pas à la dengue. Je ne sais pas si vous avez tous vu des dengues dans votre vie ici, mais la dengue, elle fait mal un peu aux articulations, comme elle fait mal aux muscles. Quelques personnes ont très mal aux articulations, mais vous prenez 100 personnes qui ont la dengue, je sors d'une méga épidémie, c'est pas les articulations qui sortent en premier. Et là, vous avez des descriptions avec une sorte de circulation du virus super intéressante, mais surtout, dans les années 1827-1829, avec une circulation qui est partie de Saint-Thomas et qui est remontée comme ça, qui a été en Floride, des descriptions d'épidémies de dengue, avec des douleurs articulaires qui duraient pendant des semaines, des mois. 3 petits points, vous m'avez compris. Et donc, on est persuadé, alors il y a des Américains qui ont bossé là-dessus, et notamment le super spécialiste de Houston, mais on pense que c'était pas du tout la première épidémie de chikungunya en Amérique latine. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de risque, enfin il y avait plus jusqu'il y a quelques jours, et Kevin, de risque de chikungunya dans les territoires ultramarins. Bon, bah visiblement, ça a l'air de revenir. Et c'est intéressant parce que me fait toujours marrer quand je vois tous les collègues en France qui, à chaque fois qu'ils ont un patient qui arrive de Guyane, ils lui font la PCR chikungunya, la PCR Zika, et je suis là, les gars, dernière PCR positive en Guyane pour le chikungunya, c'était 2015, Zika, c'était 2016, tranquille, et on me dit, mais arrête de faire le malin, ça flambe grave
sans discontinuer, au Paraguay ici, au Brésil, dans les pays du cône sud, etc. C'est vrai que chez nous, on n'en a plus. Et ma théorie, que j'y connais rien en immuno, mais ma théorie personnelle, c'est que c'est pas comme la dengue, 4 sérotypes immunisés, c'est pas possible. Là, il y en a qu'un seul, qu'on a immunisé beaucoup moins que vous à La Réunion, mais on a immunisé une partie de la population et qu'avec un peu de chance, il reviendra dans une génération. Et on dit ça, et là, 2005-2024, on est à 19 ans. Si on dit que les Réunionnais se reproduisent un tout petit peu plus tôt que les Français hexagonaux, eh ben on est à 19 ans de la dernière épidémie. Probablement qu'une partie de la population s'est épurée de son immunité. Donc voilà. Et puis, je suis parisien originellement. On ne peut pas être parfait, surtout. Et il y a eu le premier cas de autochtone de chikungunya le 18 juillet 2024 en région parisienne. Je ne connais pas le lieu exactement. Tu l'avais, Émilie, le lieu précis? Bon, en même temps, les Marseillais, je pense qu'elles ne vont rien connaître de la géographie parisienne. Je continue très vite sur la dengue. J'ai fini? Non, c'est encore bon? Très vite. Non, juste, on sort de la plus grosse épidémie de dengue qu'ait connue la Guyane. Et si j'en crois les chiffres, bon voilà, c'est un flaviviridé, la même famille que la fièvre jaune, que le Zika. Ah, vous savez que la dengue ne s'appelle plus la dengue? Maintenant, il y a le ICTV, donc l'International Classification Taxonomy des virus, a complètement renommé, en train de renommer tous les virus et les renommer comme toutes les espèces sur Terre, avec un nom latin et un genre et une espèce. Et donc maintenant, ça s'appelle Orthoflavivirus denguei. Alors les alphavirus, ils les ont pas encore renommés, mais les flavis sont tous renommés. Donc la fièvre jaune, c'est Orthoflavivirus flavense, je crois. Bref, ça ressemble. Toujours pareil, Aedes aegypti, Aedes albopictus. Pour la petite histoire, je vous rappelle que tous ces, à la fois les vecteurs et à la fois les virus dont je vous parle, c'est tous des maladies d'importation aux Amériques. Aedes aegypti est arrivé par les bateaux esclavagistes au XVIIIe siècle. Il a amené la dengue, il a amené la fièvre jaune, etc. Donc on est sur des maladies d'importation qui se sont implantées. Le cycle, il est très simple, homme, moustique, moustique, homme. Ça, c'était en 2010, quand je faisais des cours à la Pitié, quand j'étais chef de clinique, on disait entre le tropique du Capricorne à peu près, le tropique du Cancer, entre -10 et +10, et c'était là. Bon, aujourd'hui, ça s'est carrément étalé, et on a plein de cas autochtones ailleurs, pardon. Et les Amériques, avec qui se sont pris de plein fouet en 2024 cette dingue. Alors ces courbes épidémiques, vous voyez, ça c'est la courbe épidémique moyenne. Alors en rouge c'est 2024, en bleu c'est 2023, et en jaune c'est la moyenne des 5 années précédentes. Donc là on est à peu près ici maintenant, ça c'est un document actualisé d'il y a 2-3 jours, donc vous voyez qu'on a eu quelque chose d'absolument massif. Il y a une dynamique qui est très particulière parce que ça s'est complètement baissé. On avait des centaines de cas par jour au mois de janvier-février, au moment où je vous envoyais petit mail en disant à l'aide, et ça s'est complètement cassé la figure en l'espace de quelques semaines, mais pas partout. Vous voyez notamment le Mexique qui était épargné, alors que la région amazonienne était en train de flamber. Ça c'est la couleur orange. Orange ça monte, bleu ça descend. Et là vous voyez en rouge, c'est les pays où c'est en train de monter, et donc ça monte à fond sur certains pays, comme le Mexique ou le Pérou, et dans toute la région amazonienne où on se trouve, eh ben, c'est en pleine décroissance. Donc vous voyez, ça c'est le Mexique, ça c'est la région caribéenne, Martinique et Guadeloupe ont eu de la dengue, mais pas de façon massive comme nous. Le cône sud, pareil, c'est en train de finir. La région andine, c'est en train de finir, sauf le Pérou, mais vous voyez, globalement, on est plutôt après la vague dans la plupart des pays, sauf le Mexique. Les Antilles, ils ont eu une petite épidémie cette année, mais c'est quasiment fini à la normale. Et nous, comme je vous le disais, alors ça, c'est la carte des épidémies de 1990 à 2021. Et vous voyez qu'on a eu 2005-2006, ça a été une belle épidémie, et on a eu de la chance d'une certaine manière, parce que ça a fait venir Xavier Bertrand en Guyane. Il n'y avait pas de service de maladies infectieuses, et mon patron, Félix Jossou, à qui on avait promis un service de maladies infectieuses et qu'il n'avait pas depuis des années qu'il était là, a levé la main dans une réunion où il y avait Xavier Bertrand, et il le raconte très différemment de moi. On se sent beaucoup plus sous un arbre à palabre quand c'est lui qui le raconte, et il a levé la main en disant monsieur le ministre, vous savez qu'on a une grosse épidémie de dengue, mais il n'y a pas de service de maladies infectieuses ici à Cayenne, parce que globalement il y
il y a toujours finalement la dermato qui suivait les VIH, la médecine interne qui suivait je sais pas quoi. Il disait pourquoi faire un service de maladies infectieuses, et le ministre a pas tapé du poing en disant il y aura un service de maladies infectieuses à Cayenne. Aujourd'hui ça paraît un peu surprenant qu'il n'y en ait pas eu, mais il n'y en avait pas à l'époque, et c'est grâce à l'épidémie de 2005-2006. Une autre en 2009, 2013, etc. Et c'est ça que je voulais montrer. Alors, ça, mes chiffres ne sont pas actualisés, mais on s'est fait cette épidémie-là. Alors, là, il était 4 heures du matin quand je finissais ces diapos-là. Donc, j'ai juste fait un copier-coller du dernier point épidémiologique du 4 juillet. Mais on a eu la plus grosse épidémie jamais rapportée, 22 390 cas. Et c'est étonnant parce que, avec le Covid, on a vu tout le monde autour de nous l'avoir. Mais ça s'est réparti sur 2-3 ans. Il y en a plein qui, finalement, n'ont eu que des mois après, grâce aux masques, etc. Nous, à Cayenne, en l'espace de quelques semaines, on a été 75% des médecins du service à choper la dingue, avec des inégalités, pas comme le Covid, je ne sais plus à qui je disais ça hier. Le Covid, globalement, plus on était jeune, plus on faisait des formes mineures, plus on était vieux et comorbide, plus c'était difficile. Avec la dingue, ça s'est pas passé comme ça. Avec la dingue, on a vu les plus jeunes et les plus sportifs du service qui se retrouvés HS par terre, qui rampaient pour aller aux toilettes pendant plusieurs jours, et d'autres chez qui ça a duré relativement moins longtemps. Donc quelque chose de vraiment très très impressionnant épidémiologiquement, puis qui est reparti très très vite. Je vais aller vite, mais vous savez que ça va en Europe, et puis que là, depuis 2 ans, il y a de plus en plus de cas autochtones. Ça, c'est 2022, ça a été le pic de cas autochtones en France, avec 9 foyers qui ont réuni 65 cas, principalement dans le sud de la France. Un petit peu moins de foyers en 2023, mais la nouveauté, c'est que il y a eu un cas en région parisienne, ce qui fait que ça a entraîné ça. Je pense que tous les infectiologues, notamment ceux qui étaient en région parisienne et tous ceux qui accueillaient des épreuves sportives, ont été harcelés. Je pense que les ARS, on avait notre collègue de l'ARS qui dort plus depuis des mois à cause du choléra, mais alors les ARS en région parisienne et autres, elles ont fait des cauchemars pendant des mois et des mois en se disant est-ce que les millions de visiteurs des JO vont se taper le chikungunya ou la dengue? C'est pas arrivé, il y a juste eu un peu de Covid. Toujours pareil avec ce Aedes albopictus qui monte. Et j'ai fait, il n'y a pas encore de rapport de Santé publique France, mais j'ai été fouillé un petit peu partout. Là, au 28 août 2024, on était à 20 cas de dingue autochtone en France, avec 3 foyers en région PACA, 3 foyers en Occitanie et un foyer en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà. Et puis... Il reste combien de temps? Plus du tout. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous parler du West Nile. C'était juste parce que je voulais souligner le fait que pour la première fois, j'avance, hein, vous connaissez tous le West Nile par cœur, plus c'était des diapos que j'avais piqués au Bordelais, donc tant mieux. On sait qu'il y a du West Nile qui circule chez les chevaux en Guadeloupe depuis 20 ans. Et là, il y a quelques jours, on a eu le premier cas de West Nile diagnostiqué aux Antilles, en Guadeloupe. Voilà, donc j'avais dit que je faisais activité ultramarine. Et c'est juste pour terminer, je voulais vous raconter une petite histoire, parce que là, je suis un peu pathos et j'ai fini mon topo à 5h15 ce matin. Et au moment d'aller me coucher, je me suis dit, c'est un peu dommage que je leur parle pas de ça. Pour la faire très courte, parce que j'ai plutôt été côté investigation que côté clinicien, mais il y a eu un patient qui débarque, un orpailleur brésilien du fin fond de la forêt, et qui arrive avec un tableau de Guillain-Barré. Et puis un Guillain-Barré qui évolue chelou, puisque ça monte, et puis là où ça commence à devenir bizarre, c'est qu'il commence à y avoir une atteinte centrale, une atteinte encéphalétique, coma, il décède. On s'est posé beaucoup de questions, évidemment on a recherché tous les trucs habituels, l'herpès, la varicelle, le mycoplasme, enfin tout ce que vous savez, on a réfléchi aux intoxications, on a quelques cas neuro très graves en forêt, avec des intoxications par les plantes, etc. On a mis un peu de temps, et on s'est fait avoir, a posteriori on a honte de s'être fait avoir, à ne pas penser à la rage, parce qu'on a beau prendre en compte la rage en Guyane, il y a eu un seul cas rapporté dans toute l'histoire de la Guyane, qui était en 2008, il n'y en a jamais eu d'autres. Et en plus, on a tous appris la rage furieuse, hyperactivité, excitabilité, hallucination, trouble de la coordination, hydrophobie, etc. Et puis le décès qui se souvient en quelques jours, pareil cardio-respiratoire. Et en fait, on a tous oublié, vu qu'on n'en voit jamais, on a tous oublié la forme paralytique, et qui en fait ressemble les 5 premiers jours à un Guillain-Barré. Et finalement, le Guillain-Barré finit par avoir une atteinte centrale, ce qui n'est pas normal dans le Guillain-Barré. En plus de ça, 48 heures plus tard, un autre orpailleur arrive et fait exactement la même séquence avec 48 heures d'intervalle. Les réanimateurs s'arrachent la tête parce que à chaque fois les mecs, on les appelle depuis le centre de santé, le temps qu'ils arrivent, ils commencent à se dégrader et ainsi de suite. Puis un troisième quelques jours plus tard. Je vous parle d'orpailleurs. C'est un milieu qui est complètement obscur. Pour avoir des infos, ça a été extrêmement compliqué, mais
on a fini par avoir l'impression que les mecs venaient du même endroit. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai vraiment eu la chance de faire partie des quelques-uns qui ont pu prendre l'hélicoptère. D'ailleurs, je m'étais dit, je vous mettrai une photo où je suis dans l'hélicoptère, hein, histoire de m'en raconter, mais c'est pas grave. Et où on a pris l'hélicoptère et avec le médecin de veille sanitaire de l'ARS, une collègue, le professeur Douin, qui est spécialisé des orpailleurs, etc., de veto, et on est parti sur le camp d'orpaillage. On avait prévenu avant. Vous savez que maintenant, il y a WhatsApp en pleine forêt, grâce à Elon Musk et Starlink. Il n'y a pas un endroit au fond de la forêt où les mecs ne peuvent pas recevoir WhatsApp. Donc ils ont tous été prévenus que cette fois-ci, les militaires débarquaient non pas pour dézinguer tout le monde, mais avec des soignants pour venir interroger. Donc là, vous nous voyez, là c'est Benoît de Thoisy, militaire. Là, c'est une de nos traductrices. Et là, on est en pleine réunion avec les orpailleurs au milieu de la forêt. C'était lunaire. On est arrivé. Les militaires étaient arrivés une demi-heure avant. Ils avaient sécurisé la zone. On se faisait un peu notre Apocalypse Now à nous. Là, ils étaient tous là avec l'hélicoptère qui était posé, tous avec leurs armes. Et au milieu, vous avez tous les orpailleurs habillés comme Erwan hier, qui étaient avec leur téléphone en train de nous prendre en photo, en train d'atterrir et qui nous regardaient bizarrement. Alors que nous, on les regardait bizarrement. On était quand même au fin fond de la forêt sur un territoire où personne ne va en dehors d'eux et des militaires. Donc voilà, on a passé une journée à investiguer. Et on a eu deux informations qu'on a pu avoir ou confirmer. La première, c'est qu'ils sont sujets à des attaques massives, permanentes, pas un phénomène nouveau. Vous savez qu'en Amérique du Sud, on a des chauves-souris vampires, des chauves-souris hématophages, et donc une, qui est celle-là, qui est Desmodus rotundus, qui attaque les gens. Eux-mêmes se font attaquer en permanence par les forces armées de Guyane et les gendarmes, donc on leur brûle leur moustiquaire, et donc en fait ils se retrouvent à dormir sans moustiquaire, qui est le meilleur moyen de se protéger des chauves-souris, donc ils se faisaient mordre, et on a découvert qu'il y avait probablement un quatrième bonhomme qui était mort de la même chose, et on a vu vraiment quelque chose d'assez glaçant, puisqu'ils nous ont montré une vidéo d'un de leurs collègues qu'on voit dans son hamac en train de se tortiller dans tous les sens, tomber, ne pas arriver à se relever, visiblement peut-être lui aussi avec une atteinte Guillain-Barré, on peut pas savoir, ça se trouve on extrapole, il y avait complètement autre chose, et comme ses collègues morts en quelques jours. Donc voilà, donc 3 plus ou moins 4e morts en l'espace de quelques jours pour la rage. On est des, comment tu disais Philippe hier, on est des wokistes un peu dangereux, on leur a dit qu'on revenait dans les jours qui venaient pour vacciner tout le monde, etc. On est revenu, on s'est retrouvé à 20h dans le bureau du DGARS, on a fait tout ça, il m'a dit oui, demain j'ai une réunion ce soir à la PREF, on va voir, etc. Et le lendemain, arrêté préfectoral, toute la zone doit être dégagée, ils ont dégagé toute la zone. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait plus de 150 chiens sur le camp d'orpaillage, qui eux-mêmes se font mordre la nuit par les chauves-souris. Et au lieu d'y aller, on nous a dit, bah non, sûrement vous n'y allez pas, et on va dégager tout le monde. Et en fait, en disant, on a trouvé une solution, on va les autoriser à aller faire leur première vaccination au centre de santé de Saint-Georges, donc à l'autre bout de la Guyane, à la frontière brésilienne, et on contacte les Brésiliens pour dire, vous allez vacciner vos orpailleurs. Il n'y a jamais eu un seul orpailleur qui est venu se faire vacciner ou se faire prendre en charge pour ces morsures de chauve-souris à Saint-Georges, mais finalement, on n'a plus jamais eu de cas derrière. Voilà, j'ai fini mes actualités épidémiologiques. J'aime bien faire un petit éco-message, finalement on avait parlé de plein de choses. Le Mpox, je crois que le message le plus important, surtout ici à Mayotte, avec les mouvements de population, c'est y penser devant des boutons, en particulier des éruptions périanales et génitales, et plus ou moins de la fièvre chez quelqu'un qui arriverait d'Afrique, sans trop faire de discrimination entre Afrique de l'Est et Afrique centrale, on sait que ça diffuse. Épidémie de repousse, c'est vrai qu'on ne l'attendait pas. Attention aux voyageurs qui reviennent d'Amérique du Sud. Et cette nouvelle donnée de transmission materno-fétale avec des fétopathies. Le chikungunya, Kevin a spoilé, mais on est une génération après. Est-ce que les anticorps ont disparu chez les Réunionnais? Je suis sûr que vous allez résoudre cette énigme. La dengue, plus grand chose à en dire, on a l'impression que ça s'est cassé la figure, sauf chez les Mexicains, mais on a pris vraiment cher. Le West Nile, il se développe de plus en plus, on a de plus en plus en France hexagonale, c'est ça que je voulais vous montrer, mais je n'en ai pas parlé. Et on est en Guadeloupe, mais probablement qu'il y en a dans tout un tas d'endroits où on ne le décrit pas parce qu'on ne le cherche pas suffisamment. Et puis voilà, un titre un peu aguicheur, on peut encore mourir de la rage en France en 2024. Voilà, j'ai fini et j'ai parlé très vite, je suis désolé. C'était interdit de te laisser parler d'une épidémie d'avant 1850. Tu as quand même réussi à parler de ça. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, c'était passionnant. Il y a des questions? Merci Loïc, je suis arrivé tardivement pour assister à ta présentation, mais je poserai une question juste par rapport à la rage. Ici à Mayotte, tout le monde dit qu'il n'y a pas de rage. Et quand il y a une morsure par des chiens errants, non identifiés avec des jeunes au bord des plages,
Et quand vous regardez la cartographie de la rage à Madagascar, zone rouge, il peut y avoir une importation d'animaux sur le territoire. Et à chaque fois que je suis en conflit, la gravité de la rage, vous attrapez la rage, vous mourrez de la rage, il n'y a pas de traitement. Et aujourd'hui, on me dit, même par un chien errant, pas de vaccination. Non mais c'est sûr qu'un jour vous aurez une mauvaise surprise. Comme on en a, Pierre, on en a quoi tous les 5 ans, 5 à 10 ans en hexagone, avec un gamin qui s'est fait mordre ailleurs, ça on a l'habitude, ou bien un chien qui est retrouvé positif, donc qui arrive beaucoup du Maghreb globalement. Et en même temps, avec la surveillance des services vétérinaires, là, depuis 2 ans maintenant, la France hexagonale là, est considérée comme complètement indemne de rage, donc il n'y a plus de recommandation de vacciner, même après morsure par des chiens errants. Ça n'arrive plus comme la plupart des autres pays d'Europe. Et ce qui est étonnant dans notre histoire, c'est que les chauves-souris sont un très mauvais vecteur apparemment pour le virus. Elles sont très fréquemment contaminées par le virus, mais c'est très rare les cas de rage humaine via les chauves-souris. Et ça explique peut-être pourquoi vous en avez eu pas tant que ça, alors que des orpailleurs, ils doivent être attaqués toutes les nuits. Mais c'est vrai que Mayotte, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec la fièvre de la vallée du Rift, s'il y a des ébus qui arrivent de façon complètement incontrôlée, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas des chiens qui arrivent de façon incontrôlée, de Madagascar, d'Afrique de l'Est. On n'est pas à l'abri de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. On va pouvoir clore cette session.